Alors effectivement, comme Yves vous l'a dit, le Balouchiter, c'est un rhinocéros géant et on le trouve au Balouchistan. Alors on va voir tour à tour comment on a pu retrouver ce géant au gré d'aventures paléontologiques. Alors les géants fossiles, quand on parle de paléontologie à un enfant ou à un adulte, il voit tout de suite, quand on parle de géants fossiles, les dinosaures, évidemment, et les mammouths. Alors ça, c'est une évidence, ce sont des géants fossiles. Mais il existe également un géant parmi les mammifères, beaucoup plus grand que les mammouths encore, qui s'appelle le Balouchiter. Balouchiter, ça veut dire la bête du Balouchistan. Et vous voyez ici une reconstitution en 3 dimensions, une reconstitution en image de synthèse d'un Balouchiter aux côtés d'un rhinocéros noir africain actuel. C'est à la même échelle. Donc vous voyez qu'il fait à peu près 3 fois la hauteur d'un rhinocéros noir actuel. Alors les rhinocéros, peut-être certains d'entre vous le savent déjà, sont des cousins des tapirs et les cousins au 2e degré des chevaux, au sein d'un groupe qui s'appelle les périssodactyles, les animaux en nombre impair de doigts. Les rhinocéros, lorsqu'on englobe les formes fossiles et les formes actuelles, comptent les rhinocérotidés, ce sont les rhinocéros fossiles, les rhinocéros actuels, dont ici le rhinocéros blanc dont on voit un bébé. Et dans ce groupe-là, dans cet arbre généalogique général des rhinocéros, on a les iracodontidés, les iracodontes, auxquels appartiennent les balouchitères. Alors, un bref rappel de la vie au cours des temps géologiques. Donc vous avez ici les 4,6 milliards d'années de l'histoire de la Terre. La vie commence il y a environ 3,7 à 3,8 milliards d'années. Les vertébrés apparaissent au début du Cambrien, au début du Phanérozoïque, il y a environ 540 millions d'années. Les dinosaures sont restreints au Mésozoïque. L'homme apparaît globalement au Quaternaire. Et entre les deux, on a le Balouchiter, dont l'intervalle de vie est restreint à l'Oligocène. Alors le Balouchiter, en fait, Balouchiterium, c'est une histoire très ancienne. Bon, évidemment pas à l'échelle des temps géologiques. C'est une histoire qui a à peu près un siècle, puisque pour la première fois, cet animal, un animal correspondant à ce qu'on appelle maintenant le Balouchiterium, a été décrit en 1908 par un géologue anglais qui s'appelait Pilgrim, et qui a découvert une dent qui a un l'os postérieur incomplète. Ça, c'est une particularité qui a fait reconnaître à Pilgrim une forme différente. Pour l'instant, en 1908, il ne l'a pour autant pas nommé. Il estimait qu'il y avait un rhinocéros très particulier et de grande taille. Donc vous voyez que ici, ça a été découvert aux environs de Dera Bukti. Dera Bukti, c'est au Balouchistan, au milieu du Pakistan. On y reviendra tout à l'heure. Donc en 1910, ce même Pilgrim, cette fois-ci, toujours sur la base des mêmes spécimens, cette fois-ci décrit une nouvelle espèce qu'il appelle Aceratherium buktiense, la bête sans cornes, ou le rhinocéros sans cornes, trouvé dans la région des Bukti. Alors il y attribue des caractéristiques, une diagnose, des caractères diagnostiques. L'année suivante, il s'agit de la dernière campagne de fouilles et de prospection paléontologique dans la région, avant une très longue période. Et vous voyez que là, il s'agit non plus de Guy Pilgrim, mais de Clive Forster Cooper, qui part dans le pays Bukti, qui trouve de très nombreux autres restes, des restes dentaires notamment, et il attribue ces restes à un nouveau genre qu'il va appeler Paraceratherium. Paraceratherium, c'est le presque rhinocéros sans cornes. Ici, on en voit un fragment de dent qu'on a découvert en 1999 et qu'on peut comparer à la même dent d'un rhinocéros normal, de taille normale. Alors, on continue dans cette chronologique, dans cette historique, et on voit qu'en 1913, un autre genre va être érigé, toujours par Forster Cooper, sur la base des éléments du squelette dans le même gisement. Donc là, il va appeler cet animal Balouchiterium, la bête du Balouchistan. Les dimensions du squelette, ici on voit un doigt latéral, comparé à un doigt latéral équivalent chez un rhinocéros blanc actuel, ici, ces dimensions sont vraiment gigantesques.
plus de 3 fois celle d'un rhinocéros blanc qui mesure pourtant 2 mètres au garrot. Donc on imagine sans peine un animal de 5 à 6 mètres au garrot. Et donc, c'est Baluchitherium. 10 ans plus tard, des expéditions américaines permettent de livrer pour la première fois des restes de Baluchitherium en Mongolie. Donc pour la première fois, ce baluchithère est découvert ailleurs qu'au Pakistan. Enfin ailleurs que ce qui s'appelait encore les Indes à l'époque. Alors effectivement, vous voyez ici en Mongolie, donc plus au nord et plus à l'est, des découvertes surprenantes comme ici, ces 4 pattes de baluchithère qui appartenaient à un même animal, qui s'est embourbé, et la crue suivante a complètement décapé le corps, sauf les pattes. Donc ça c'est très intéressant parce qu'évidemment on voit l'enjambé et on voit la taille de l'animal. Il est posé sur ses 4 pattes. Donc d'autres restes ont été découverts depuis, alors dans les années 50, comme ici en mer d'Aral au Kazakhstan. Donc vous voyez une mandibule et un crâne qui appartiennent à un squelette partiel d'une petite femelle, 3,50 m au garrot. Alors pendant ce temps, le Baluchistan tombe réellement dans l'oubli. Le Baluchistan est intégré au Pakistan en 1948, lors de la partition de l'Inde. Et les guerres tribales font vraiment rage, ce qui explique que depuis 1911 jusqu'en 1995, plus personne n'a été autorisé à entrer dans la région. Donc ça, j'ai volontairement choisi cette couverture du secret de l'Espadon parce qu'elle se passe au Baluchistan, au Makran, et au milieu de guerres justement tribales. Alors en 1999, voilà l'actualité, si je puis m'exprimer ainsi, avec une équipe scientifique composée de chercheurs français et de chercheurs balouches qui redécouvrent plus exactement Baluchitherium. Donc on voit le squelette ici avec des échelles vivantes, quoique de petite taille. Alors, je reviens maintenant au contexte géologique, voire géopolitique du Baluchistan. Donc vous avez le Baluchistan ici, c'est la province occidentale du Pakistan, on a l'Indus ici. Ça jouxte l'Afghanistan et l'Iran, donc on voit qu'effectivement c'est une zone très très calme. C'est une zone où il y a énormément de contrebande, de trafic d'armes, de trafic de drogue, bon, c'est classique dans le coin. Du point de vue géologique, c'est pas très calme non plus, puisqu'on voit qu'on est ici dans la Grande Inde, on est dans le sous-continent indien, avec la bordure qui correspond à l'Himalaya, et on se retrouve dans le lobe du Suleiman, qui est ici. Voilà ce lobe, qui est ici en jaune, composé de terrains tertiaires, et on est à la fois sur l'Inde et le Pakistan, et en bordure d'un grand décrochement, ici, qui s'appelle la faille de Shaman, et qui va border l'Inde et le continent eurasiatique. Donc on est dans une zone qui est sismiquement active, et on est dans une zone que les Pakistanais ont appelée l'enfer d'Allah. Heureusement pour nous, c'est également le paradis des fossiles. Depuis 150 ans, on connaît de très très nombreux fossiles dans de nombreuses couches et de divers types. Alors ce qu'on voit ici, c'est la forteresse de Dera Boukti. Dera Boukti, ça veut dire la ville des Bouktis. Les Bouktis, c'est une tribu qui habite Dera Boukti dans les collines Boukti. Alors ils sont très très territoriaux. C'est encore un gouvernement féodal, donc c'est un seigneur qui dirige la tribu. Le seigneur s'appelle Nawab Muhammad Akbar Khan Boukti, il est là, jeune. Enfin, il est moins jeune aujourd'hui, il a 75 ans, mais il a toujours bon pied, bon oeil. Et vous voyez ici que les tigres du Baluchistan, tels que sont surnommés les guerriers Boukti, ont même été portraiturés au XIXe siècle, puisque cette fresque apparaît au British Museum. Donc ce sont des farouches guerriers qui pratiquaient les vols et les rapines, les rapts, depuis qu'ils existent. Donc vous voyez qu'encore aujourd'hui, l'hospitalité est de rigueur. Donc ça, c'est les guerriers qui nous accompagnent en permanence sur le terrain. Ce sont des guerriers Boukti et ils sont là pour nous protéger parce qu'il y a des petits problèmes avec les tribus, notamment au sud, une tribu qui s'appelle les Kalpars. Ils ne sont pas très gentils.
Et quand on jouxte d'un peu trop près leur territoire, il peut nous arriver des problèmes. Donc on est tout le temps accompagné par des hommes avec des jouets. Vous voyez que c'est... On pourrait comparer ce système féodal au Moyen-Âge si ce n'était la technologie qui, elle, est très moderne. Donc vous voyez que la faune est à l'avenant. La biodiversité est assez riche, avec des animaux très sympathiques. L'eau potable, pas partout. Donc ça, c'est de l'eau qu'on a dû boire en 99. On a dû creuser le fond d'un cours d'eau à sec parce qu'il n'y avait plus d'eau pour boire cette eau qui est pas très... Bon, elle est très minéralisée. Et les scientifiques là-dedans, les premières missions ont eu lieu en 95 en équipe toujours très réduite parce que c'est des conditions très difficiles, il fait très très chaud. Et donc en 95, l'équipe était constituée de 3 paléontologues. Léonard Gainsbourg, professeur à l'époque au Muséum à Paris, Jean-Loup Welcome, qui dirigeait déjà l'émission à l'époque, et Francis Duranton, que vous connaissez peut-être parce que c'est devenu, outre un paléontologue, un homme de télévision. Donc il était là en 95. Et puis j'ai pris le relais pour les paléontologues toulousains à partir de 97. Et depuis, on fait des missions à peu près tous les ans, quand les conditions, la situation géopolitique le permet. Alors justement, ce n'est pas seulement la situation géopolitique qui peut permettre ou empêcher la bonne tenue des missions. En effet, de 95 à 98, nous avons circonscrit nos recherches à la partie nord des collines Boukti, sans pouvoir, le moindre instant, s'approcher du gisement qui avait livré originellement le Baluchithère. En effet, la tribu dont je vous parlais, les Kalpars, avait pris position dans tout ce flanc sud de cette structure et empêché toute venue d'étrangers, et en particulier de scientifiques. Et puis en 99, miraculeusement, la situation s'est arrangée. Les Kalpars sont devenus les amis et les alliés des Boukti, et donc il est devenu possible d'y aller. Donc on s'y est rendu à grande vitesse, comme vous pouvez le voir, avec les professeurs en chameau et les étudiants que nous étions à pied. Une tradition qui est quand même respectée. Donc vous voyez ce qui est la Dream Team de l'époque. Vous voyez qu'on avait un fournisseur en chapeau, on était fourni en gros, avec Jean-Loup. Donc vous voyez que nous sommes habillés comme des Baloutches, comme des Pakistanais, avec des chalwar kamis, les tenues normales qui nous garantissent une espérance de vie de plus de 10 minutes. Ce qui est parfois utile sur le terrain. Donc ça c'était en 99. Et puis la dernière Dream Team, en 2004, vous voyez qu'elle s'est largement étoffée. Donc il y a Dario De Franceschi qui est paléobotaniste au Muséum à Paris, Grégoire Mété qui est postdoctorant au Carnegie Museum à Pittsburgh, Jean-Loup Welcome qui dirige la mission, Jean-Yves Crochet qui est maître de conférence à Montpellier, paléontologue, Laurent Marivaux qui est chercheur, paléontologue également. Et ici, vous avez plusieurs paléontologues qui sont et géologues du Pakistan, du musée national pakistanais. Donc pour aller sur le terrain, quand on n'a pas de chameau, on va à pied. Donc depuis le village, on emprunte les pistes, et quand les pistes ne sont plus praticables, on part à pied avec le sac à dos pour monter le camp. Alors vous voyez qu'on bouge pas mal. Là c'est pour la mission 2004, comme on peut le voir sur ce modèle numérique de terrain. À partir de Dera Boukti, nous avons rayonné en voiture vers Dashti-Goran, vers Pali. Donc vous voyez que toutes les stations GPS, enfin tous les endroits où nous avons pris des points GPS ici, et où nous avons passé du temps en camp. Donc à Pali, ici, à Lundo, à Toba, donc nous avons pu aller à Lundo, à Kumbi, à Djigani et dans la Bibraï. Donc ça c'est des noms que je vous demande de retenir. Non, je plaisante. Donc le camp de Lundo, donc à chaque fois je vous ai mis une petite carte pour que vous puissiez localiser précisément. Le camp de Lundo, il est ici, et c'est précisément le gisement où a été découvert initialement le Baluchithère, et là c'est le camp, l'oasis, tel que Pilgrim et Forster Cooper ont pu la découvrir au début du XXe siècle. Donc elle existe toujours, elle est en voie d'assèchement, mais vous voyez que c'est une végétation assez préservée, et nous avons passé pas mal de temps, 3 semaines en 99, sous ces tentes, avec la nourriture qui a commencé à manquer au bout d'une semaine.
Donc là, on voit le camp de Lundo, et vous voyez que l'intérêt de la région, c'est qu'il y a un couvert végétal extrêmement réduit. Donc pour la géologie, c'est très pratique, pour les fossiles également, puisque les fossiles jonchent le sol. Donc on a des couches qui sont étagées depuis l'Éocène, 45 millions d'années environ, l'Oligocène ici, une trentaine de millions d'années, le Miocène va commencer ici, 23 millions d'années, et là, on va monter jusqu'à 5 ou 6 millions d'années avec des fossiles partout. Dans toutes les couches, on a dénombré 15 ou 16 niveaux différents de fossiles sur une période d'environ 30 millions d'années. Donc c'est vraiment exceptionnel. Alors, Lundo, aujourd'hui, porte le nom de Lundochur, c'est-à-dire la rivière sans queue. C'est une toponymie locale, évidemment. Eh bien, dans ce paysage quasi lunaire, on a pu retrouver d'innombrables restes de baluchithères. Donc vous voyez ici Jean-Loup Welcome qui est en train de prospecter. Donc vous voyez, on fait les récoltes, carrément avec les sacs plastiques et les caddies. Vous voyez ici quelques éléments du squelette qui ont été découverts dans toutes les collines environnantes. Donc ce sont des niveaux synchrones. Donc vous avez ici, par exemple, un arrière-crâne du baluchithère, la tête du marteau donne l'échelle. Donc c'est un crâne qui pouvait mesurer jusqu'à 1,30 m de long. On a pu découvrir aussi quelques curiosités paléobiologiques, donc des choses qui sont arrivées à ces baluchithères, comme par exemple ici, un métapode. Alors les métapodes, ce sont les os de la main ou du pied. Les baluchithères, ils atteignent 70 à 80 cm de long. Et sur ce métapode, on voit très bien les empreintes qui sont ici, qui ont été laissées par des animaux après la mort de ce grand baluchithère, de ce rhinocéros géant. Eh bien, figurez-vous que ces restes sont caractéristiques, ils sont encore visibles aujourd'hui en médecine légale, caractéristiques de larves de coléoptères qu'on appelle les dermestes. Donc ce sont des larves qui sont venues ronger l'os pour se nourrir. Donc ça, c'est un peu comme la série Les Experts, mais il y a 30 millions d'années. Donc on sait qu'à l'époque, il y avait un climat chaud, qu'il y avait une saison sèche très longue, parce que c'est le seul moyen de voir se développer des larves de dermestes. D'autres caractéristiques, comme le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'entre le mâle et la femelle, il y a une grande différence de taille. Donc vous voyez ici ce qui est interprété comme un semi-lunaire, un os de la main qui est à peu près de la taille d'un petit pois chez l'homme. Vous voyez, ça fait 10 cm, 8 à 10 cm chez la femelle et une quinzaine de centimètres chez le mâle. Donc vous avez d'autres éléments que j'hésiterai à taxer d'anatomique. C'est un coprolite, c'est un excrément fossile de baluchithère, vu la taille. Et puis on trouve toute une faune associée, et notamment ici le plus ancien éléphantoïde connu au monde. Donc un éléphantoïde, c'est un cousin des éléphants, un cousin éteint, c'est un mastodonte si vous voulez. Le problème c'est qu'il est daté de 25 ou 26 millions d'années, voire plus, et normalement il n'y a rien à faire là. Normalement les éléphantoïdes sont restreints à l'Afrique à ce moment-là. Et ça, ce petit fragment, qui a tout au plus la taille d'un pouce, c'est une extrémité de défense. Donc là voilà, lors de sa parution, donc vous voyez le même fragment, ça c'était sur le terrain en 1999, et ce fragment a été publié en 2004, et vous voyez cette structure qui est très particulière, largement agrandie, qui s'appelle le guillochage, qui est typique de l'ivoire, d'éléphant ou de mammouth, ou de leurs cousins les plus proches. Donc ça pose pas mal de problèmes paléogéographiques, de géographie fossile. Donc c'est une extrémité de défense. Et effectivement, on sait désormais que les éléphants de l'époque, les éléphantoïdes de l'époque, ont forcément gagné l'Eurasie depuis l'Afrique vers cette période-là, ou avant cette période-là, puisqu'ils y sont à 26 millions d'années. Alors, je vais maintenant m'attarder sur quelques éléments du quotidien de ces aventures paléontologiques qui sont dans le titre de la conférence. Alors, vous voyez que tout à l'heure, on marchait avec le sac à dos vers un lieu qui s'appelle Pali,
où nous avons pu poser notre camp de base, installer le camp de base. Alors c'est une rivière, c'est un peu sec, il n'y a pas d'eau du tout. Donc le premier point d'eau il est à 5 km, il fallait y aller à pied, et on l'a asséché pendant le camp. Donc on a fini en buvant de l'eau avec des insectes, avec des éléments qui flottaient, qui n'étaient pas très ragoûtants. Donc on a passé une semaine là, sans eau du tout, avec 1 litre ou 1,5 litre d'eau par personne par jour, y compris pour la cuisine. Et on était en mars, il a fait jusqu'à 44 degrés à l'ombre. Il n'y a pas d'ombre. Sauf sous la tente, et vous voyez qu'on mange, c'est pas mauvais, c'est un peu épicé, c'est du piment au riz. Donc là, vous voyez qu'on fait quand même pas mal la grimace. C'est la première bouchée qui fait le plus mal. Après, on ne sent plus. Mais bon, ça ne perturbe pas tout le monde. Donc ça, bon appétit, pas de problème. Ça, c'est la pâtisserie locale, ça s'appelle le CAC. C'est du pain. Alors c'est du pain qui a une fabrication particulière, c'est artisanal. Hein. C'est farine, eau, un peu de sel, un caillou. C'est du calcaire éocène. Et ces cailloux sont mis dans le feu, posés dans le feu, ils sont chauffés. Et une fois qu'ils sont très chauds, on dispose la pâte tout autour. Et ils sont remis devant le feu. Voilà. Ce qui fait que c'est cuit dedans et dehors. Ça fait juste une croûte qu'on casse ensuite. C'est vraiment excellent. Ça s'appelle le cac. Alors des fois, on a de la chance. Vous voyez Lali, par exemple, qui est un de nos guerriers, qui est parti à la garde personnelle de Nawab, puisqu'il a le turban noir, Nawab Boukti. Et vous voyez qu'il est allé dénicher des abeilles pour prendre un peu de miel. Alors il est allé avec la Kalachnikov parce que bon, on ne sait jamais quand même, au cas où. Mais il a été très très respectueux, il a enlevé du miel et il a remis une bonne partie du rayon en s'assurant qu'il y avait bien la reine. Il l'a reposé sous l'anfractuosité jusqu'à son prochain passage. Voilà, donc vous voyez que la clochardisation, il faut moins d'une semaine. Donc là, on n'était pas très très reluisant. Et encore, le problème de l'odeur, c'est qu'on ne la sent pas sur le moment. Et c'est après, quand on est revenu en ville, qu'on s'est rendu compte mutuellement qu'on ne sentait pas très 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 bon. Voilà, ce qu'on fait sur le terrain, c'est pas seulement manger ou sentir mauvais, c'est aussi prospecter. Et quand on prospecte, on se retrouve face à des étendues gigantesques. Comme là où vous voyez Laurent de Marivaux, qui est perdu face à l'immensité. Donc il faut descendre, et ça c'est un gisement par exemple, c'est une cuirasse. Et donc on a trouvé 2 spécimens là. Là c'était en 99, il a fait jusqu'à 50 degrés à l'ombre, et la cuirasse était à 60 ou 70 degrés à cause de l'accumulation de chaleur. Donc c'est intenable, et les fossiles on est obligé de les marquer et d'aller les rechercher le lendemain matin parce qu'on ne peut pas les toucher, tellement ils sont chauds. Donc vous voyez, on fait un peu de promenade. Donc, des fois, c'est légèrement accidenté, comme là. Pas d'autre moyen que de passer sur la crête. C'est du sable, donc ça garantit des chutes. Ça fait pas mal, mais enfin, c'est spectaculaire. Voilà, puis des fois, au gré des promenades, on se retrouve face à des petits fragments, comme ici, un fragment de fémur. C'est un genou de balouchiter. Donc c'est un reste, comme c'est très très minéralisé, c'est un abatite. Je crois que la densité de l'ordre de 3, donc c'est un reste qui devait peser 20 kg. Dans le sac à dos, si vous le trouvez le matin, vous le trimballez toute la journée dans le sac à dos. C'est pas mal. Bon, des fois c'est plus calme, c'est plus simple. Une fois qu'on a trouvé un gisement et que ce gisement livre des petits fossiles dans du sable, comme c'est le cas à Pali, bien dans ce gisement, on va fouiller tout simplement, comme si on était dans n'importe quel gisement, dans n'importe quelle condition. Donc là, on fouille, on fait un carroyage, on tamise ensuite, vous voyez le sable tamisé, parce que ce sable va livrer de très nombreuses espèces de mammifères, de reptiles, de poissons. Donc vous voyez, après tamisage, on va obtenir, ici c'est le résidu de 200 ou 300 kg de tamisage de sable, enfin de sable tamisé, et vous voyez des petites dents un peu partout. Tous ces points-là sont des dents de rongeurs. Ici, ce sont des incisives. Et là, vous avez des petits ruminants. Et là, ces 3 dents qui sont cerclées de rouge sont des micro-mammifères, des petits mammifères un peu particuliers, puisqu'il s'agit de primates.
Ce sont tout simplement, en 99, les premiers primates oligocènes découverts en Eurasie. Tout le monde pensait, depuis un siècle, que les primates s'étaient éteints à la fin de l'Éocène, donc il y a 34 millions d'années, en Eurasie, et qu'ils n'existaient plus, ils ne subsistaient plus à l'époque qu'en Afrique. Et en fait, on a trouvé dans ce gisement qui est daté de 30 millions d'années, une faune très diversifiée de primates. Donc ça pose de très gros problèmes quant au retour et quant à l'origine des grands primates, des singes anthropoïdes, à l'Oligocène puis au Miocène. Parce qu'il est possible, il est très possible, qu'une grande partie de ces singes soient originaires d'Asie et non d'Afrique, comme on le pensait depuis un siècle. Alors, voilà un petit aperçu de la faune qu'on trouve à Pali, avec des rongeurs. Un marsupial, le premier d'Inde. On trouve des ruminants très nombreux, comme ce petit chevrotin, ce petit tragulidé, pardon. Ici, des insectivores. On trouve des animaux éteints qui étaient carnassiers. Ce ne sont pas des carnivores au sens strict, ce sont des cousins des carnivores qui ont disparu, qui s'appellent les créodontes. Donc ces prédateurs devaient se nourrir de toutes ces proies possibles. On a également trouvé un dermoptère. Alors un dermoptère, c'est un lémurien volant. C'est un cousin des primates. Alors l'avantage quand on trouve un dermoptère, c'est que c'est un animal qui plane d'arbre en arbre, donc on sait qu'il y avait des arbres, des grands arbres. Parce que si vous faites sauter un dermoptère d'un petit arbre, il s'écrase. Donc il vaut mieux qu'il y ait des grands arbres. Donc on trouve d'autres animaux un peu particuliers aussi qui n'existent plus. Ce sont des anthracotères, des archéotères. Ce sont des lointains cousins des cochons. Donc celui-ci mesurait jusqu'à 2,50 m au garrot. Un animal assez impressionnant. On trouve des chevaux-singes aussi, cousins des chevaux, dotés de griffes très puissantes qui s'appellent les calicotères. On en connaît de très nombreux dans la région et on vient d'en trouver dans le métro toulousain. Et puis des primates. Alors des primates, il ne faut pas s'imaginer King Kong. Les primates, ils sont tout petits à l'époque. On en a trouvé 7 ou 8 formes différentes. Et en particulier, les premiers lémuriens fossiles. Là, ce sont des dents qui documentent un tout petit animal qui s'appelle Boucti-lémur matessonné, le lémurien des régions Boucti. Et c'est tout simplement le premier lémuriforme connu au monde qui soit fossile. Jusqu'à présent, on connaissait les lémuriens par les formes actuelles seulement à Madagascar et par quelques formes fossiles connues dans le Pléistocène, donc dans une période très récente, au Quaternaire. Et bien pour la première fois, on en trouve là, dans un gisement, dans le gisement de Pali, qui a 30 millions d'années. Donc ça pose évidemment là encore de gros problèmes quant à la dispersion de ces animaux. Ce sont des animaux essentiellement forestiers, donc qui ont un pouvoir de dispersion assez faible, donc ça pose de gros problèmes. Pas résolu à ce jour. Une autre découverte encore plus récente que la précédente, qui est parue dans Science, là, cette découverte, c'est la première découverte de singes anthropoïdes en Eurasie à l'Oligocène, avec deux formes, qui s'appellent Bouctipithecus et Eosimias, Phileosimias. Donc ce sont des formes, vous voyez, de très très petite taille, vraiment ridiculement petits. Et vous avez ici, sur cet arbre stylisé, cet arbre généalogique ou arbre phylogénétique des primates, où on voit d'ailleurs les lémuriens, des formes fossiles, l'humain, les grands singes et une forme ici d'Amérique du Sud. On voit également la position sur ce rameau des fossiles pakistanais que nous avons découverts et décrits au mois d'avril. Alors, toujours dans les collines Boucti, mais dans un autre endroit où nous avons établi un autre camp en 2004, c'est à Kumbi. Alors, Kumbi, c'est l'équivalent Boucti de la combe en français. Donc, c'est un point d'eau qui a été fréquenté dès le milieu du 19e siècle par les paléontologues. Et donc, vous voyez que ça là, c'est très calme, puisque seuls 2 des guerriers sont armés. Donc là, c'est vraiment très détendu. Et vous voyez qu'on peut même prospecter. Là, on a pu le faire pendant 3 ou 4 jours sans même être accompagné par des gardes. Donc là, on prospecte et on va vers ces reliefs
qui représentent la limite entre l'Oligocène et le Miocène, et où on est certain de trouver des fossiles parce que ce sont des niveaux très très riches, en tout cas potentiellement très riches. Et effectivement, quand on a de la chance, ce qui était le cas, on peut découvrir des gisements. Alors je ne sais pas si ceux qui sont au loin peuvent voir les petits éclats blancs. Donc on dirait des chimpanzés en train de s'épouiller, et non, c'est des paléontologues en train de fouiller. Donc tous ces petits éclats blancs sont des éclats d'os. Donc c'est un gisement qui, sur cette petite surface, aura livré une quinzaine d'espèces. Depuis l'éléphant jusqu'au rhinocéros, en passant par le cochon, par les ruminants, par des antilopes, des rongeurs, des lapins. Donc vous voyez qu'on peut s'instruire. Vous avez Kéar qui est en train de lire, en tout cas de faire semblant de lire un ouvrage de Pascal Dessins, un auteur toulousain. Mourir n'est peut-être pas la pire des choses. Donc vous voyez que la philosophie Boukti. Voilà, alors parmi les résultats résultats scientifiques que je vais très très brièvement énumérer, en tout cas des résultats qui concernent Baluchiter, on a pu reconstituer, on a pu lever des coupes de très nombreux endroits, des coupes géologiques, et on a repéré, là où jusqu'alors il n'était repéré qu'un seul niveau fossilifère, on a pu repérer de très nombreux niveaux successifs, et on a pu voir que le Baluchiter était représenté seulement à la base de la série sédimentaire, à la base de la série détritique, seulement dans les sables et les graviers du début qu'on a attribué à l'Oligocène. On a toute une faune à chaque fois associée qui est vraiment datée de l'Oligocène. Donc que ce soit à Kumbi, à Lundo ou près de Derabukti, systématiquement le Baluchiter est restreint à la base. Base qu'on a attribuée à l'Oligocène. Plus haut dans la série, systématiquement, les Baluchiters sont relayés par d'autres créatures, tout aussi exotiques, qui s'appellent les dinotères, les bêtes terribles. Les dinotères sont des cousins des éléphants. Alors eux, pour le coup, sont vraiment originaires d'Afrique. Et il y a un peu plus de 20 millions d'années, lorsque l'Afrique et l'Arabie entrent en collision complète avec l'Eurasie, un pont continental s'individualise et les dinotères, comme tout un tas d'autres animaux, gagnent l'Eurasie, où on va les retrouver très très vite, pratiquement instantanément, au Pakistan. Donc on a un relais. Dès qu'on a du dinotère, on est dans le Miocène. Dès qu'on a du Baluchiter, on est dans l'Oligocène. Ça, on le sait. Et c'est très facile à identifier, parce que les premiers restes qu'on va retrouver, qu'on va voir et qu'on va pouvoir identifier sur le terrain, dès qu'on découvre un nouveau gisement, seront soit des restes de dinotère, soit des restes de Baluchiter, grâce à la taille. Alors parmi les résultats, vous voyez celui-ci. Ça, c'était ce qu'on considérait avant nos missions, donc depuis le début du XXe siècle et juste en 1999. On considérait que dans toute l'Eurasie, les Baluchiters existaient à l'Oligocène, étaient restreints à l'Oligocène, sauf au Pakistan, où, à cause de mélanges de faune dans des tiroirs de musées, on considérait qu'il y existait une seule faune et que cette faune était datée du Miocène, parce qu'elle était majoritairement composée de restes miocènes. Et en fait, depuis que nous avons pu aller sur le terrain et récolter des spécimens en config contrôlé, c'est-à-dire systématiquement en vérifiant dans quel niveau on était, on s'est rendu compte que la logique était effectivement suivie et qu'on avait le Baluchiter partout, au Pakistan comme ailleurs, restreint à l'Oligocène. Donc il s'éteint à la fin de l'Oligocène. Alors, d'autres résultats, peut-être plus intéressants, parce que d'une portée tout autre. Vous voyez la localisation géographique des collines Boukti, ici, sur le lobe du Suleiman, et vous voyez que dans ce grand ensemble du lobe du Suleiman, la région avoisinante s'appelle le Zindapir. Ici, le Zindapir a été étudié pendant une vingtaine d'années par des équipes américaines qui reconnaissaient dans cette région une série Éocène et une série Miocène seulement. Donc là, il y manquait tout l'Oligocène. C'est normal puisque il n'était pas censé y avoir d'Oligocène en piémont himalayen. Et finalement,
nous avons réinterprété ces données en 2001 en y intégrant l'Oligocène. Et effectivement, depuis, j'ai pu vérifier, j'ai pu identifier des spécimens qui provenaient de ce gisement qui s'appelle Z108. Ces spécimens sont des spécimens de Baluchithère, et ces spécimens de Baluchithère indiquent même que de très nombreuses autres formes, des rongeurs, des ruminants, qu'on est bien dans l'Oligocène. Et effectivement, en 2005, donc il y a 2 mois, une monographie est parue sur le Zindapir, et nos collègues américains sont enfin revenus sur leur décision, et ils acceptent la présence d'Oligocène dans la région du Zindapir et de Derabukti. Et depuis, au début, c'était vraiment la guerre entre les 2 équipes. Depuis quelques années, c'est beaucoup plus calme. Et là, nous travaillons en collaboration, ce qui est quand même largement la meilleure façon de voir les choses. Alors, je vais passer à la partie ludique des expéditions. Donc là, on a vu très brièvement ce qui était scientifique. Et là, maintenant, c'est la récréation. La récréation depuis 1999. On avait tellement de restes, et ces restes étaient tous dissociés, tous désarticulés. Donc on ne pouvait pas en faire grand-chose. On peut les étudier sur le plan scientifique, on peut les décrire, les identifier, pas de problème. Mais une énigme demeurait qui était l'aspect, les dimensions de ce géant. Pour la première fois, une équipe arrivait à retrouver autant de restes de Baluchithère. En fait, à Lundo, dans le gisement, on a trouvé des restes d'une 30aine d'individus. Donc on a fait notre marché tous les jours, pendant pratiquement 3 semaines. Donc on partait à dodo dromadaire avec les paniers vides, et les paniers on les remplissait. Ce qui nous a permis, en premier lieu, directement sur le camp de Lundo, ça nous a permis de reconstituer uniquement une main avec quelques restes que nous avions à l'époque du bras. Donc vous voyez que déjà la main fait un peu plus d'1 mètre de long, ici, sur des spécimens qui n'appartiennent évidemment pas tous au même individu. Ça va être une reconstitution qu'on dit composite, mais qui donne quand même de très bonnes indications de ses proportions. Alors après 15 jours de travail, on est revenu à Derabukti avec 2 tonnes de fossiles dans des caisses. Et ces fossiles, nous les avons répartis de manière anatomique sur une bâche. Donc vous voyez, toutes les zones qui sont conservées sont ici, et les parties manquantes, on va les voir tout à l'heure, vont être dessinées. Alors vous voyez le contour, ça c'est avec de la peinture blanche que j'ai dû peindre le contour. Les parties manquantes sont dessinées à l'anti-rouille, sont peintes à l'anti-rouille, c'était la seule chose que nous avions sous la main. Et puis, à la toute fin de la mission, en avril 1999, on a pu prendre en photo la première reconstitution du Baluchithère du Baluchistan. Donc vous voyez toujours l'échelle humaine, encore l'échelle humaine ici, et vous voyez que la main de ce très grand individu mesure à peu près comme un homme, certes de taille restreinte, mais un homme quand même. L'année d'après, la mission a été financée par une équipe de télévision, et pour la réalisation d'un film, en vue de la réalisation d'un film. Et dans ce film, vous voyez que la reconstitution a été faite, a été complétée grâce à la mission suivante. Et vous voyez qu'il en est tout retourné puisqu'il n'a plus la tête à gauche mais la tête à droite. Mais c'est le même animal. Et vous voyez toute l'équipe de l'époque à laquelle je ne faisais pas partie parce que dont je ne faisais pas partie, pardon. Parce que j'étais en train de terminer ma thèse. Donc j'avais eu l'interdiction de mon directeur de thèse d'aller sur le terrain. Et vous voyez que ce n'était quand même pas la toute première tentative de reconstitution. Même si c'était la reconstitution la plus complète et la seule reconstitution de Baluchithère du Baluchistan, donc de la région d'origine, bien dès 1923, Osborne, un Américain, avait reconstitué, à partir de quelques restes trouvés en Mongolie, eux aussi d'individus différents. Donc, il avait effectué une reconstitution composite. Vous voyez un rhinocéros d'Asie actuel, un rhinocéros d'Inde, et la reconstitution de l'époque. Ensuite, sur la base de restes plus nombreux, Granger et Gregory, toujours américains, toujours sur des restes de Mongolie,
avait reconstitué le baluchitaire. Une allure un peu pataude, un cou assez court, finalement très bas, avec un port de tête très bas. Et à la fin des années 50, à partir de restes découverts au Kazakhstan, Vera Gromova, elle, a pu bénéficier d'un squelette partiel d'une petite femelle dont je vous parlais tout à l'heure et reconstituer cet animal-là. Alors là, il s'agit d'un seul individu, mais de petite taille. Et à partir de nos restes, des restes que nous avons trouvés, j'ai pu reconstituer un individu, lui de plus grande taille, un mâle. Vous voyez que ça ressemble pas mal au dessin de Gromova, tout simplement parce que je me suis inspiré pour les parties qui manquaient de cette reconstitution-là, étant donné que tous les restes qui étaient conservés étaient très très proches morphologiquement, beaucoup plus proches morphologiquement de ce qu'on connaît au Kazakhstan que de ce qu'on connaît en Mongolie. Alors, l'objectif suivant, qui était l'objectif du film, était de reconstituer en 3 dimensions l'animal de manière virtuelle, faire une reconstitution en image de synthèse. Alors, en partant de là, j'ai utilisé des dessins et des photographies prises sur le terrain. Donc vous voyez ici la main du baluchitaire à l'échelle d'une main. Et j'ai pu faire de très nombreux dessins. Donc ici, la main reconstituée de manière osseuse, l'anatomie de la main correspondante. Donc vous voyez que le métapode, ici c'est une échelle qui fait 20 cm, donc les métapodes mesurent environ 60 cm. Reconstituer la silhouette complète. Et à partir de cette silhouette osseuse, dessiner le contour en chair, dessiner des points d'inflexion. Ces points d'inflexion allaient ensuite permettre à un plasticien de pouvoir faire onduler ou ondoyer le corps comme il le souhaitait, tout en respectant les proportions de l'animal. Alors j'ai ensuite confié tous les dessins, tous les schémas, toutes les petites ébauches que j'avais pu faire à un sculpteur, un plasticien qui s'appelle Jean-Paul Réty, et qui a reconstitué l'animal. Là, c'est à l'échelle 1,5, pièce par pièce. Donc là, vous voyez ici la reconstitution de la tête, avec l'œil qui est bien au milieu du crâne, et non pas très haut, beaucoup plus haut comme chez les rhinocéros actuels, avec une lèvre préhensile, qu'on peut estimer grâce au recul de la fosse nasale. Vous voyez qu'il y a ces 2 incisives ici, qui donne une contrainte nécessaire, une contrainte pour la morphologie du rostre. Et Jean-Paul Réty ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a fait également un modèle réduit en argile de l'animal. Donc c'est un modèle qui est au 10e, 50 cm de haut. Donc vous voyez l'animal qui est assez gracile, assez grêle. Le tout a été numérisé en 3D. Et puis là, nous sommes, avec Jean-Loup Welcome, en train de valider, étape après étape, la morphologie de l'animal, puis la locomotion de cet animal. Comment cet animal pouvait marcher. Vraisemblablement pas comment il marchait réellement, mais nous avons essayé de reconstituer une locomotion plausible. Donc vous voyez l'animal ici en position médiane. C'est pour ça qu'il a la queue aussi rectiligne. Donc vous voyez ici l'animal qui n'est pas encore texturé. La peau n'a pas été rajoutée, n'a pas été collée sur l'animal. Et voilà la reconstitution finale, avec la texture cette fois-ci, qui est une texture qui est entre celle d'un rhinocéros actuel et celle d'un éléphant. Alors la couleur c'est conjectural, c'est hypothétique, mais on estime qu'une reconstitution en vert à pois rose, c'était beaucoup moins plausible que cette couleur. Et puis voilà, en novembre 2001, le baluchitaire renaît enfin, et grâce au film, grâce à une séquence en image de synthèse qui est placée à la fin du film, relatant toutes ses aventures, Jean-Loup Welcome se retrouve face à sa créature. Donc vous voyez qu'il est à l'échelle à peu près. Donc on pourrait faire entrer plusieurs humains dans une patte de baluchitaire. C'est vraiment gigantesque, c'est à peu près comme ça. On l'estime à peu près de cette taille-là. Voilà, donc j'ai presque fini. Et là, juste quelques mots pour vous dire que depuis, le baluchitaire, si j'ose dire, a fait des petits.
puisque j'ai eu la chance de participer à une expédition en Turquie, et en 2002, de fouiller, de découvrir, puis de fouiller cette espèce d'amas ignoble qui est là, qu'on voit très difficilement, mais qu'on peut reconnaître plus facilement sur cette vue, après restauration. Il s'agit tout simplement, vous voyez cette partie qui est oblique là, qui correspond à la cassure de cet os long, il s'agit tout simplement d'un radius. C'est le tiers proximal, c'est-à-dire le tiers le plus proche de la colonne vertébrale, d'un radius, d'un os de l'avant-bras, d'un baluchithère d'une taille gigantesque. Celui-là, on peut l'estimer, faisait entre 5,50 m et 6 mètres au garrot. C'est un énorme adulte, un énorme mâle. Donc vous voyez le spécimen et sa localisation. Donc la tête du radius mesure 30 cm de large. Chez un rhinocéros actuel, ça fait 8 à 10 cm. Donc c'est vraiment gigantesque. Et surtout, c'est la première fois qu'on en trouve au sud de la mer Noire. Donc là encore, ça pose des problèmes de relations paléogéographiques. Donc la taille et les structures sont typiques de celles d'un rhinocéros et en particulier de celle du baluchithère, avec ici cette forme en sablier. Mais par contre, on pensait qu'à l'époque, l'Anatolie, donc la Turquie asiatique, était un chapelet d'îles qui n'était absolument pas en contact avec l'Asie. La preuve que si. Et vous voyez que la chaleur au Balouchistan peut rendre complètement fou. Donc je ne suis pas retombé sur le crâne quand même. Par contre, j'ai mis beaucoup de temps à enlever les épines des pieds. Ouais, il faisait 50 degrés là, à l'époque.